RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission du 13h. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Alors, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui, en ce jeudi 7 octobre, monsieur Roger Weber, président du comité UNICEF Lorrain. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site unicef.fr. Bonjour, monsieur Weber. Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation au sein des Masques Tombent. Comment allez-vous aujourd'hui ? D'abord, bonjour Sarah, et puis bonjour à tous les auditrices et auditeurs. Nous sommes en train de relancer l'activité régionale de l'UNICEF parce qu'elle n'avait pas été en sommeil complètement, mais relativement réduite pendant 2 ans, un peu moins de 2 ans, du fait de la crise sanitaire, avec les difficultés de se réunir et de suivre certaines manifestations. Alors l'UNICEF de Meurthe-et-Moselle est chargé d'informer, de sensibiliser le public sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Entre autres. Entre autres. Entre autres, parce que nos missions sont extrêmement variées, elles sont extrêmement nombreuses. Donc la Convention internationale des droits de l'enfant, vous faites bien en parler parce que elle va être d'actualité, dans le sens où le 20 novembre, c'est la journée nationale des droits de l'enfant, c'est l'anniversaire de la signature. La France a été le premier pays à la signer. Tous les pays ne peuvent pas la signer, notamment un pays majeur qui sont les États-Unis. Du fait, pour un problème très simple, c'est que dans certains États des États-Unis, la peine de mort existe pour les enfants. Donc, de ce fait, les États-Unis ne peuvent pas la signer. Et combien y a-t-il d'interlocuteurs au sein du comité ? Comment ça se passe au niveau de l'organisation au sein de UNICEF Lorraine ? Alors, UNICEF Lorraine, c'est grosso modo 250 bénévoles, donc tous bénévoles. Nous accueillons, j'espère accueillir cette année 2 volontaires service civique, comme vous, Sarah. Oui. Ce sont les seules personnes qui sont rémunérées au niveau des comités. Et comment fait-on pour devenir bénévole au sein du comité alors ? Il suffit de s'inscrire et de cotiser. On paye une petite cotisation sur le site unicef.fr. Et à ce moment-là, donc, dans les semaines qui suivent, vous êtes contacté pour qu'on vous propose donc une activité bénévole. Ce qui ne manque pas. Et comment vous répartissez en tant que président ? Comment ça se passe au niveau de l'organisation ? Comment vous répartissez les rôles au sein du comité pour les bénévoles et les autres interlocuteurs ? Alors, il faut savoir que le comité comporte 2 délégations départementales actuellement, donc la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, qui sont à peu près de poids équivalent, avec un poids qui est relativement plus important pour les jeunes universitaires à Nancy. Et nous sommes en train de créer des délégations en Meuse et dans les Vosges, où nous avons donc d'un côté une douzaine, de l'autre une quinzaine de bénévoles inscrits et qui n'ont pas de délégation propre. Et quels sont vos modes d'action ? Comment agissez-vous au sein de l'UNICEF à destination des enfants défavorisés ? Quels sont vos principaux modes d'action ? Alors, notre action vis-à-vis des enfants défavorisés, en France, ce n'est pas notre rôle. Donc notre but, c'est de collecter des fonds qui sont reversés, qui sont gérés par UNICEF France, qui, elle, les reverse à UNICEF, avec le siège à New York. Et c'est l'UNICEF, donc international, qui gère ces fonds. Donc, ce sont des fonds de diverses affectations. Donc, ça sert d'une part donc à gérer les crises aiguës, si vous voulez, comme des tremblements de terre, des gros accidents climatiques. Ce sont des crises sanitaires. Donc, avec le Covid, on rentre en plein dedans parce que un certain nombre de pays pauvres ne peuvent pas avoir accès donc à suffisamment de doses de vaccins. Nous sommes en train de collecter en vue de financer des vaccins contre le Covid dans le cadre du dispositif COVAX. Et donc il y a un certain nombre de crises sanitaires majeures. Donc la plus grave actuellement, c'est le Yémen. Et justement, vous parlez de crise sanitaire, mais quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur certaines actions en particulier au sein de l'UNICEF ? Il faut savoir que il y a un exemple qui est très frappant. Nous avions réussi à diviser par 2, grosso modo, le nombre de mariages forcés
dans le monde. La crise sanitaire, donc, nous fait prévoir dans les 10 années qui viennent une multiplication quasiment par 3 de ces mariages forcés. Donc on va repasser de 10 millions par an à 30 millions. 10 millions, évidemment, ce n'était toujours pas satisfaisant. Maintenant, nous reculons de plus d'une décennie. Alors, vous parlez aussi de certaines évolutions. Et est-ce que vous trouvez que depuis la création de UNICEF Lorraine à Nancy, il y a eu de réelles évolutions au niveau des modes d'action? Oui, parce que ces 2 dernières années, avec la crise sanitaire, il y a des modes d'action, si vous voulez, qui nous ont échappé. Donc, notamment les marchés de Noël qui ont vu donc leur activité décroître grosso modo de 30%. Donc, malgré tout, on a réussi à peu près à conserver 70% des recettes l'année dernière. Par contre, il y a un mode de collecte qui a bénéficié, je dirais presque, de la crise sanitaire. Ce sont les legs. Oui. Donc malheureusement, les legs ont fait augmenter le nombre, et les assurances vie, donc avec l'augmentation du nombre de décès, donc les legs et les assurances vie ont plus que compensé les pertes d'un autre côté. Est-ce que vous trouvez que depuis la création de l'UNICEF à Nancy aussi, les gens sont de plus en plus enclins à faire des dons? Sur le terrain, on ne peut pas le dire. Grosso modo, on a une remontée d'informations tous les 6 mois. Donc, celle des legs et assurance vie, c'est clair que on l'a eu. Sur les dons, on n'a pas de statistiques très significatives. Il y a une augmentation des dons, certes, mais on ne peut pas dire que ça. Enfin, d'une part, ce n'est pas forcément durable, et d'autre part, il y a de la marge aussi. On a des marges de progression qu'on va essayer d'exploiter. Donc il y a des millions d'enfants qui sont menacés par des conflits, des crises humanitaires, des millions d'autres qui sont confrontés à la pauvreté, à la famine, à la violence, à l'exploitation, etc. Est-ce que vous pensez que ce nombre d'enfants va diminuer année après année et qu'on est sur la bonne voie, si je peux dire comme ça? Bon, on était sur la bonne voie, c'est clair. Là encore une fois, la crise nous a fait perdre, suivant les domaines, de quelques années, au moins 10 années pour les cas les plus graves. Mais on parle quand même il y a des progrès considérables qui ont été effectués ces 30 dernières années. Oui. Avec, je parle par exemple des décès des enfants de moins de 5 ans qui ont diminué de moitié. La proportion des enfants sous-alimentés a été divisée par 2. Et aussi la poliomyélite, par exemple, qui a presque disparu à ce jour du globe. Mais la poliomyélite, c'est grâce à la vaccination. Beaucoup donc de décès prématurés. On a gagné beaucoup par la vaccination. Il faut savoir que un vaccin sur 2, enfin une dose sur 2 de vaccination dans le monde est administrée par l'UNICEF. C'est considérable. Nous bénéficions donc, grâce à notre pouvoir d'achat, à notre force d'achat, nous bénéficions de tarifs très avantageux de la part des laboratoires, d'une part, et notre système de gestion de l'administration des vaccins est très performant et très économique. Ce qui fait que donc un certain nombre de maladies ont été quasiment éradiquées. Donc justement, on parle de dons et vous dites que vous êtes le premier fournisseur mondial de vaccins. Et je voudrais juste préciser que 20 € de dons à l'UNICEF, ça apporte quand même 200 doses de vaccins, c'est bien ça? Oui, selon les types de vaccins, on est entre 10 et 12 centimes d'euros la dose en général. Pour le Covid, ça sera plutôt 3 € pour les 2 doses. Merci Monsieur Weber. Je rappelle que vous êtes le président du comité UNICEF Lorraine et on écoute maintenant Feed Your Head de Paul Kalkbrenner sur RCN 90.7. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Feed Your Head de Paul Kalkbrenner, c'était à l'instant sur RCN 90.7. J'espère que vous êtes toujours avec nous en compagnie de Monsieur Roger Weber, président du comité UNICEF Lorraine. Alors on parlait juste avant de santé, de vaccins, mais vous recherchez également au sein de l'UNICEF à donner aux enfants un environnement protecteur. Je parle notamment pour renforcer les cadres légaux de protection de l'enfance dans les pays concernés, en menant aussi des campagnes pour favoriser le changement social. Oui, donc là, c'est là que nous intervenons en France également. Évidemment, dans le monde, nous favorisons la création d'écoles, enfin nous créons même des écoles, et nous formons des enseignants donc pour
que les enfants du tiers-monde, des pays pauvres, puissent accéder à l'éducation, avec un accent particulier pour les filles, puisque elles sont les principales victimes, si vous voulez, des ségrégations sexistes dans le tiers-monde. Et ici en France, donc, nous travaillons sur des actions éducatives qui ont pour but un certain nombre qui ont un certain nombre d'objectifs. Premièrement, donc lutter pour l'égalité garçon-fille, entre autres, pour la courtoisie dans les écoles, dans les cours d'école, et notamment aussi contre le harcèlement sous toutes ses formes, sachant que c'est un phénomène qui est en très forte augmentation, qui est très préoccupant. Donc, lors de nos interventions du printemps de cette année dans quelques écoles nancéennes, on s'est aperçu que, au bas mot, 2/3 des enfants avaient soit subi eux-mêmes du harcèlement, soit étaient témoins de cas de harcèlement. Donc, notre but, c'est de les éduquer au comportement à adopter donc lorsque vous êtes victime ou lorsque vous êtes témoin. Et votre principal frein, vous me disiez au niveau, c'est par rapport aux formations d'habilitation au niveau des intervenants et des bénévoles pour intervenir dans les écoles? Oui, donc à l'heure actuelle, nous avons très peu de personnes formées et habilitées. Donc nous avons une dizaine de personnes en Meurthe-et-Moselle qui sont formées. Il y en a une seule qui est habilitée à ce jour. Donc les 9 restantes qui ont été formées donc, peuvent être habilitées très vite. Je vais m'en occuper dans les prochains jours. Mais nous avons prévu d'en former encore au moins 5 de plus et de les habiliter également. Et si on parle encore des dons sous forme d'action, par exemple, si on arrive à 370 € de dons, ça amène par exemple à une pompe à eau pour un puits, puisqu'il y a encore trop d'enfants qui ne peuvent pas boire d'eau potable, se laver les mains avec du savon ou même disposer de toilettes. Alors ça va plus loin, parce que cette histoire de pompe à eau, c'est une action qui est coordonnée en fait avec avec le progrès de l'éducation et notamment de la mixité de l'éducation dans les pays du tiers-monde. Je vous explique. Les petites filles, bien souvent, elles sont de corvée d'eau, avec une source qui se trouve à plusieurs kilomètres du domicile, et au lieu d'aller à l'école, les parents les envoient chercher de l'eau. En mettant une pompe et des toilettes à côté des toilettes, donc garçons et filles, donc à côté de l'école, elles font la corvée d'eau en même temps qu'elles vont à l'école. Donc elles ont un accès à l'éducation qui est moindre par rapport aux garçons ? En général, oui. Dans les pays sous-développés, très clairement, donc en Afrique notamment, et au Moyen-Orient, donc elles ont un moindre accès à l'éducation que les garçons. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter plus en termes de mode d'action, c'est-à-dire faire plus pour les enfants en situation de précarité dans le monde? Est-ce que vous avez pensé à différents modes d'action aussi? Alors, en matière de nutrition, donc l'UNICEF a un centre de recherche qui se trouve à Florence, en Italie d'ailleurs, qui développe tout un tas de procédés innovants. En matière de nutrition, donc nous avons une espèce de pâte d'arachide qui est extrêmement nourrissante, qui permet là aussi de secourir des enfants malnutris. Donc l'eau, c'est clair que le problème n'est pas seulement l'eau en elle-même, c'est surtout l'eau potable. Donc il y a des pays où l'eau ne manque pas du tout. Il y a des pays qui sont extrêmement arrosés, mais où l'eau n'existe pas sous forme potable. De quel pays vous parlez exactement ? Je vais vous citer un cas qui est assez emblématique. Nous organisons tous les ans une nuit de l'eau. Donc, c'est pas nous qui l'organisons, ce sont des clubs de natation ou les clubs affiliés à la Fédération française de natation qui organisent cette journée au profit de l'UNICEF, qui va financer un programme sur plusieurs années, donc d'adduction à l'eau potable et d'assainissement. Donc, pendant 10 ans, nous avons travaillé pour établir l'eau potable à Haïti, donc où le réseau a été complètement détruit suite au tremblement de terre de 2011. Et la prochaine, donc Haïti, c'est terminé. La prochaine étape, c'est Madagascar. Et vous dites que vous avez agi à Haïti, et comment ça s'est terminé, ce mode d'action, cette mission à Haïti ?
En Haïti, si vous voulez, l'eau potable est rétablie à peu près dans sur toute l'île, de même que l'assainissement. C'est un pays qui n'était pas où il n'y avait pas de problème majeur avant le tremblement de terre, donc il fallait simplement rétablir ce qui avait été détruit. Alors au sein de l'UNICEF Lorraine, on tend la main l'un envers l'autre et c'est justement le titre de l'artiste Yellow Days, Your Hand Holding Mine. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et c'était l'artiste Yellow Days avec son titre Your Hand Holding Mine sur RCN 90.7 et justement c'est ce que fait le comité UNICEF à Nancy, de tendre la main envers l'autre. Je suis toujours en compagnie de Roger Weber, président du comité UNICEF Lorraine. Alors vous apportez aussi aux enfants toute l'aide dont ils pourraient avoir besoin au niveau de la précarité, mais également une aide qui se veut psychologique. Oui, il y en a une qui est psychologique. Enfin, nous sommes obligés quand même d'être relativement concrets. Donc, ce qu'on apporte aussi dans les actions éducatives en France, c'est de leur apprendre leurs droits. Donc, on a parlé tout à l'heure de la Convention internationale des droits de l'enfant. La plupart des enfants ne connaissent pas leurs droits, d'une part, et la plus grosse difficulté, encore une fois, c'est d'en parler. Enfin, lorsqu'ils ont des difficultés vis-à-vis de ces droits, lorsque leurs droits sont bafoués, leur grande difficulté, c'est d'en parler. Donc, nous les aidons à libérer leur parole, en fait. Justement, vous parliez tout à l'heure de la journée des droits de l'enfant qui se tiendra le 20 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qu'il y aura lors de cette journée? Alors, pour l'instant, les choses ne sont encore pas très bien définies. En fait, ce sont les villes amies. Nous en avons quelques-unes, donc notamment Nancy, Villers et Nancy. Nous allons avoir probablement Champignol, Saint-Main, Maxéville, qui seront villes amies d'ici là. Ce sont les villes amies donc qui nous proposent un programme et elles travaillent avec nous donc pour établir ce programme. Donc ça a déjà très bien commencé avec la ville de Nancy. Ce qui se fera, c'est comme d'habitude, je pense d'une part donc l'éclairage de la place Stanislas en bleu cyan, donc là, c'est la couleur de l'UNICEF, et un certain nombre d'autres manifestations donc au sein des écoles et en matière d'exposition. Il y a même des villes qui nous sollicitent régulièrement ou non pour faire des expositions, pour donner des conférences lors de cette journée ou de la semaine qui l'entoure, si vous voulez, parce que la semaine est relativement courte. Et en dehors de la journée des droits de l'enfant qui se tiendra le 20 novembre, est-ce que vous organisez souvent des conférences dans les écoles, des manifestations également? C'est à la demande, donc nous répondons systématiquement à toutes les demandes. La difficulté, si vous voulez, en période de crise sanitaire, ça a été de les mettre sur pied, parce que bien souvent il y a des conférences qui ont été reportées à plusieurs reprises. Nous avons pu en libérer quelques-unes donc au mois de mai, au mois de juin. Et à l'échelle locale d'UNICEF Nancy, depuis sa création, quels sont vos plus gros progrès? Alors vous êtes, Monsieur Weber, vous êtes arrivé juin dernier. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi d'un point de vue personnel d'être président de ce comité? Oh, c'est une charge de travail, avant tout. C'est une charge morale, si vous voulez. Personnellement, si vous voulez, moi, ma motivation, elle est humaniste, de manière générale, et je pense que les enfants sont prioritaires dans mon humanisme. J'ai eu moi-même 4 enfants. Donc j'ai ressenti avec eux donc leurs difficultés, les problèmes de harcèlement qu'ils ont subis à l'école pour certains. Donc ça a été une motivation pour m'engager sur cette voie. Ensuite, ce qui a été particulier sur cette année, c'est la gestion d'une équipe bénévole en crise sanitaire. Donc avec la mise en place de visioconférences qui marche bien, donc entre le siège à Paris et moi-même, et les délégations, enfin les têtes des délégations, entre les têtes des délégations, les délégués et les bénévoles eux-mêmes, ça marche beaucoup moins bien quand même, puisque peu de monde y est habitué. La plupart de nos bénévoles, en général, sont quand même retraités. Donc, ils manient déjà parfois avec beaucoup de mal l'informatique et les emails. La visio, ils en sont parfois assez éloignés. Il y a ça, et puis d'autre part, c'est le télétravail.
Donc notre comité parisien travaille, pas le comité, donc UNICEF France, donc il y a une centaine de salariés à Paris, donc travaille pour l'essentiel en télétravail. Ils manquent de contact avec les régions et avec les comités, en général avec les bénévoles sur le terrain. Et le télétravail leur a permis d'innover beaucoup. Donc chez soi, on réfléchit beaucoup, on innove beaucoup, on a beaucoup d'idées. Il est très facile de rédiger des consignes, etc. Mais quand on est déconnecté du terrain, on crée, en même temps qu'on innove, on crée aussi des difficultés. Je vais vous parler maintenant d'un sujet qui vous tient à cœur, c'est en ce moment au cœur de l'actualité, c'est les victimes de pédophilie dans les églises. On a parlé surtout de l'Église catholique avec les 330 000 victimes, donc des 2 tiers victimes de prêtres essentiellement et 1 tiers victimes de laïcs, qu'il ne faut pas oublier non plus. Il ne faut pas accuser les seuls prêtres. Et il ne faut pas oublier non plus que ces 330 000 victimes ne représentent a priori que 6% des victimes nationales, au niveau national de pédophilie. Donc il y a 94% de cas de pédophilie qui se déroule ailleurs. Donc, le plus gros, si vous voulez, la plus grosse masse, c'est au sein des familles, donc dans le contexte familial. Donc, les familles, je pense que les familles recomposées n'y sont pas pour rien. Donc, puisqu'un beau-père n'a pas forcément la même attache, le même lien avec ses propres enfants qu'avec les enfants qu'il reçoit, si vous voulez, donc dans une famille recomposée. Et ce que je tenais à dire un petit peu, la pédophilie, c'est un crime qui est atroce. Donc, et je pense que l'Église catholique souffre énormément, je dirais, du problème. Elle ne découvre pas le problème. Donc, mais j'ai un principe, moi, c'est que il n'y a pas de bonne solution à un problème mal posé. Et pour moi, le problème n'est pas seulement celui de la pédophilie, c'est celui de la maltraitance en général, qui survient aussitôt que vous avez dans une institution quelconque ce qu'on peut appeler une omerta, c'est-à-dire l'interdiction de parler. Bon, l'Église s'est appuyée un petit peu sur le secret de la confession. Pour être franc, si vous voulez, la confession n'est plus tellement pratiquée aujourd'hui. Il est possible que le célibat y soit pour quelque chose, mais on constate aussi que dans l'éducation nationale, dans l'armée, dans la police, il y a tout un tas de maltraitances également. Et mes pensées vont aussi à toutes ces victimes dont on ne parle pas aujourd'hui, puisqu'on se focalise aujourd'hui sur l'Église catholique. Merci beaucoup en tout cas Monsieur Weber d'être venu au micro des Masques tombent aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président du comité UNICEF Lorraine. Excellente journée, je vous souhaite une très belle journée sur RCN et je vous retrouve lundi à 13h. RCN.